nombre de citoyens et citoyennes entreprendre un processus où on demande une consultation publique sur un sujet qui leur intéresse. Ça peut être la pollution du bruit, ça peut être la pauvreté, ça peut être l'habitation, ça peut être toutes sortes d'idées que peut sortir d'une consultation publique au sujet de quelque chose de particulier. Et ça prend un certain nombre de signatures pour exiger et de demander de la part des élus d'organiser une telle consultation non partisane. Et les recommandations qui sortent de cette consultation, les élus ont l'obligation de les mettre en action. Et là, il y a à l'extérieur un autre document aussi de ce format-là qui explique le droit que les citoyens et citoyennes de Montréal ont et sont là en quantité. Donc, les recommandations à ce moment-là, imaginez-vous, on a une force d'opinion publique en arrière d'eux. Dernièrement, par exemple, la Charte reconnaît que si on a 5% des électeurs dans un arrondissement, on a 19 arrondissements à Montréal, si on a 5% des citoyens et citoyennes qui signent une pétition pour demander une consultation publique sur un tel sujet, ça peut se faire et ça doit se faire, il n'y a pas de choix. Les élus, on ne peut pas dire « Ah, non, ce n'est pas possible ». C'est automatique dans une grande partie des sujets. Si une initiative est lancée pour une question métropolitaine, ça prend 15 000 signatures. Et dernièrement, une coalition d'organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture urbaine, on a entrepris une pétition et on a dépassé les 15 000 personnes pour cette pétition-là, puis on est allé jusqu'à 29 800 pour demander une consultation publique sur l'agriculture urbaine, qui est un dossier très important à Montréal. Et quand on obtient un tel nombre de signatures de la part des citoyens et citoyennes dans une ville en arrière de certaines recommandations, ça sera très difficile pour que les élus disent « Ah, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci, ce n'est pas possible, etc. » Parce qu'il y a une force d'opinion publique en arrière de cette initiative. Alors, la Charte de droit et responsabilité, le droit d'initiative, ça, c'est les grandes réalisations. Mais contrairement à la Charte d'Europe, et un peu comme la ville de Barcelone, on a mis sur pied une instance importante, le bureau de l'Ombudsman de Montréal. Et là, il y a un processus de médiation. Si un citoyen a une plainte à déposer en citant un certain article dans la Charte montréalaise, elle peut déposer une plainte et l'Ombudsman est obligé de faire l'arbitrage pour trouver une solution face à cette plainte. Et jusqu'à maintenant, il y a autour de entre 3 000 et 5 000 plaintes qui sont déposées annuellement. Moi, je trouve ça un chiffre assez faible, parce que je ne peux pas imaginer qu'il n'y a que 3 à 5 000 citoyens et citoyennes qui ne sont pas contents avec ce qui se passe à Montréal. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le bureau de l'Ombudsman est une instance importante. L'autre instance très importante à la ville de Montréal, c'est l'Office de consultation publique. Et là, il y a une autre instance qui donne l'idée de la consultation publique, mais dans une certaine forme, dans un certain style, qui assure vraiment la place du citoyen, citoyenne
dans le processus de consultation. Ça, c'est fondamental. Et cet office a énormément de crédibilité à Montréal parce que il y a beaucoup de monde qui participe et sont pris au sérieux par les commissaires. Et les rapports qui sortent avec les recommandations de ces exercices sont très bien reçus par le conseil de la ville et les élus. Il y a bien sûr toutes sortes de contradictions à l'intérieur de ce système et dans les périodes où on va casser la croûte ensemble, on peut en discuter quelles sont ces contradictions parce que ce n'est pas la utopie, on ne parle pas de la utopie, mais on parle de la démocratisation d'une ville nord-américaine et la charte est très originale pour une ville nord-américaine et on sait très bien que cette association qui a organisé cet sommet ici à Saint-Denis, à Paris, est presque inconnue sur le continent de l'Amérique du Nord. C'est seulement la Fédération canadienne des municipalités qui sont membres de cette association. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut entreprendre des mesures pour faire connaître qu'est-ce qui se passe dans des événements comme aujourd'hui ici. Donc, je vais conclure en disant que la reconnaissance de les villes aux Nations Unies va être un moment historique. Et je sais que quand je reviens à Montréal, cette semaine, lundi, j'ai une réunion avec le maire et je vais lui faire un rapport assez complet sur cette sommet d'aujourd'hui et de demain. Et je vais lui exiger, je vais lui demander que Montréal prenne un rôle actif avec la Fédération canadienne des municipalités pour faire part de cette pression aux Nations Unies à ce sujet-là. Mais c'est la même chose vis-à-vis UN Habitat. Notre association ici doit être beaucoup plus présente à UN Habitat, à UNESCO, parce que c'est seulement avec ce rapport de force où on peut changer la situation actuelle. Qu'il y a 350 villes qu'on a signé la Charte d'Europe, je ne sais pas l'importance de cette réalisation. Moi, le mois de janvier, j'étais à Athènes. J'ai rencontré le maire d'Athènes et avec son responsable des relations internationales, et il n'avait pas une idée de l'existence de cette Charte d'Europe. Ni, bien sûr, la Charte globale. Alors, il y a un problème là. Et il m'a dit, je lui ai posé la question, est-ce que Athènes fait partie de cette association d'ici? Il a dit non, c'est la Fédération nationale qui est le membre de cette association. Au moins, il savait que l'association existait. Mais c'est la Fédération nationale qui était membre. Donc, l'information, comme au Canada,